Dans cette dernière partie, on va en profiter pour introduire une notion importante qui est la notion de dérivée partielle. Alors, introduire, c'est un grand mot puisque je vous en ai déjà parlé quasiment dans les tout premiers chapitres de l'année lorsqu'il a été question d'incertitude, mais là, il va s'agir en fait d'introduire finalement cet opérateur gradient dont je vous parle depuis déjà fort longtemps, notamment en mécanique, et voir ce qui se passe avec cette notion mathématique de dérivée partielle. Alors, on va considérer une fonction f de 3 variables, x, y, z, enfin de plusieurs variables, et puis en physique, comme on s'intéresse aux coordonnées cartésiennes, très souvent, on en prend 3, donc f, c'est une fonction de plusieurs variables. Et cette fonction, elle varie à chaque fois que l'une de ces variables change. Et donc, on va pouvoir essayer de généraliser la notion de dérivée partielle en disant que la dérivée partielle, c'est le calcul de la dérivée, alors sous la forme du limite du taux d'accroissement, donc exactement comme vous l'avez vu en maths, mais quand vous gardez les autres variables constantes. Donc, quand vous avez une fonction de x, de y et de z, la dérivée partielle de f par rapport à x se note d rond f sur d rond x, et c'est la dérivée partielle de f par rapport à x à y et z constants. Quand on ne précise pas qu'est-ce qui est constant, ce qui est la norme en mathématiques, puisque quand vous définissez une fonction, vous savez exactement quelles sont les variables qu'elle va utiliser, donc on fait toujours, on dérive par rapport à une des variables, le reste restant constant. Alors en thermodynamique, on avait déjà introduit, il va falloir préciser, par exemple si on dérive par rapport à la température, est-ce que c'est à volume constant, est-ce que c'est à pression constante, la fameuse capacité thermique à volume ou à pression constante, c'est pas la même chose selon qu'on dérive le volume ou à volume ou à pression constante. Donc il va falloir utiliser ça, et on va réintroduire ça, et ça va nous permettre de faire des approximations. Donc ça va nous permettre de faire un petit rappel. Si on a f fonction d'une seule variable, de x uniquement, donc c'est la fonction f qui à x associe f de x, vraiment sous la forme mathématique la plus pure. Vous avez que on peut calculer la différentielle, exprimer la différentielle de f. Ça veut dire la petite variation de la quantité f quand x varie. On va pouvoir, en tant que physicien, approximer ça à la différence quand je change x de dx et je compare à la valeur que ça avait en x. Et ce truc-là, vous savez déjà qu'on avait pu dire que en faisant une approximation affine, ce truc-là, il s'écrivait f' de x dx. Donc en fait, en maths, vous avez l'égalité df égale f' de x dx que vous avez vu et écrit déjà quand vous aviez besoin de faire des changements de variables dans vos intégrales pour exprimer l'élément différentiel qui apparaît dans votre intégrale lors de votre changement de variable. C'est exactement ça que vous avez écrit. Et puis, M. Bougnol vous a donné ça comme définition. Vous prenez votre formule de changement de variable, et puis vous dites que le nouvel élément différentiel, c'est la dérivée de la fonction fois l'ancien élément différentiel, et vous obtenez votre changement de variable. Et ça, moi je préfère l'écrire en notation de physicien, en disant que c'est df sur dx, dx. Donc ça, c'est une notation qu'on a déjà souvent utilisée, notamment pour les dérivées temporelles, avec la dérivée d droite, parce que ça précise qu'il y a une seule variable.
une seule variable, et donc on peut utiliser la dérivée droite. Et vous voyez que du coup df, c'est df divisé par dx multiplié par dx, et dx se simplifie, entre guillemets, et vous obtenez ça. Donc ce df sur dx, vous pouvez le considérer comme une entité qui est le f' de x, ou alors vous dire, revenir à la définition en termes de taux d'accroissement, c'est la petite variation de la valeur de f pour une petite variation de la variable x correspondante, et voir à quoi ça correspond. Donc ça, c'est l'expression de la différentielle quand j'ai une seule variable. Eh bien, on va pouvoir généraliser ça quand on a plusieurs variables, généralisation, et qu'on fait ce qu'on appelle une approximation affine. Vous allez avoir que f va varier, il y a une variation de f. Quand je change x, y et z, il va y avoir plusieurs causes. Il va y avoir la cause, il varie parce que x change, et donc ça change un petit peu. Mais il varie aussi parce que y change, et ça apporte aussi un petit peu de contribution. Et puis il va varier parce que z change. Et donc vous aurez quelque chose qui est très proche de l'expression qui était là. Vous voyez que si j'avais juste x, j'ai la dérivée de f par rapport à x fois dx. Et maintenant, j'imagine que si x n'avait pas bougé, donc la différence dx est nulle, ça aurait pu bouger parce que j'avais du y. Donc j'ai df sur dy, d rond f sur d rond y, dy. Donc si dx est égal à 0, vous voyez que je retrouve df égale la dérivée par rapport à y fois dy. Et la même chose, si je rajoute, et puis je peux rajouter autant de variables que je veux, j'additionne simplement les différentes contributions. En maths, vous verrez que vous avez de l'analyse vectorielle, tout un espace vectoriel engendré pour ces fonctions à plusieurs variables. Mais bon, ça permettra de voir d'où est-ce que ça sort. Du point de vue du physicien, moi ça me suffira d'avoir ça dans l'idée que si je change un peu de position, de dx, de dy et de dz sur x, y, z, alors je vais avoir une variation de la grandeur que je calculais à partir de f de x, y et z. Là c'est quand vous avez vraiment f, une fonction de plusieurs variables, je peux savoir de combien ces grandeurs-là vont varier. Et là, le d rond, donc le D comme ça s'appelle D rond, par opposition à ça qui est le D droit. Donc ce D rond qu'il faut bien tracer correctement, ce D rond, il nous dit, il est juste là pour nous rappeler qu'il y a plusieurs variables. Et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à ce moment-là, qu'il y a un certain nombre de choses que vous savez sur les dérivées normales qui ne vont pas forcément s'appliquer. Vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont s'appliquer, mais ça nous rappelle qu'on a plusieurs variables qui interviennent. Dans notre expression. Voilà, donc là, c'est cette idée de dérivée partielle. Alors, plus que les dérivées partielles, le but principal de cette partie, c'est d'introduire l'opérateur gradient. L'an prochain, vous verrez deux autres opérateurs vectoriels, gradient, deux autres opérateurs vectoriels qui sont les opérateurs de divergence et de rotationnel. Le gradient, c'est celui qu'on voit en sub, c'est le plus sympathique et le plus facile des trois. Et ce gradient, en fait, se définit de manière à ce que cette expression-là soit facile à retrouver. Alors, si on fait une petite remarque, en coordonnées cartésiennes, on avait que le petit déplacement, le déplacement d'élémentaire DOM, c'était dx selon ux plus dy selon y plus dz
selon OZ. Vous vous souvenez, quand je me déplace d'un point X à un point X plus dx, Y plus dy et Z plus dz, j'ai un petit déplacement, un deuxième, un troisième, et donc le vecteur, ça va être la somme des petits déplacements selon chaque direction principale de mes coordonnées. Bon, si je fais apparaître là, vous voyez que j'ai du dx, du dy et du dz. J'aimerais bien pouvoir exprimer, si je me déplace d'un DOM, de combien ma fonction f, ma grandeur physique que je veux calculer en un point, que je peux calculer en tous les points d'espace, de combien cette grandeur physique aura varié. Et pour ça, on introduit le gradient qui va être un vecteur, donc on va noter ça, gradient de f. C'est un machin qui s'applique sur une fonction. C'est un opérateur qu'on appelle un opérateur vectoriel. C'est un opérateur qui prend une fonction de plusieurs variables, de 3 variables en entier. Parce que ça marche pour le. Alors pour nous, ça sera toujours en dimension 3. Les mathématiciens peuvent le généraliser, mais c'est donc un opérateur qui prend une fonction en entrée et qui renvoie un vecteur, une fonction scalaire. Donc là, j'ai un scalaire et qui me renvoie un vecteur et on le définit comme étant la dérivée de f par rapport à x selon le vecteur ex, plus la dérivée de f par rapport à y selon y, plus la dérivée de f par rapport à z selon z. En d'autres termes, vous dites, si je me déplace dans cette direction-là, quel va être mon taux d'accroissement là-dedans, donc ma dérivée dans cette direction? Si je regarde plutôt dans celui-là, ce qui m'intéresse, c'est si le déplacement, ça va être la dérivée quand y varie, et puis après, vous allez avoir z qui va être la troisième coordonnée. Donc le gradient est introduit exprès, de sorte que vous ayez une forme très simple de la différentielle de f. La différentielle de f, vous voyez que ce gradient est là, et si je veux faire apparaître du d rond f sur dx fois dx, d rond f sur dy, d rond y fois dy, il va falloir que je fasse un produit scalaire, c'est-à-dire que je prenne juste les trucs selon x entre eux, les trucs selon y entre eux, et ce qu'il y a selon z entre eux. Et donc je vais avoir une écriture, ce df, ça va être le gradient de f, le vecteur, c'est pour ça qu'on a mis cette flèche-là et qu'elle n'est pas du tout à oublier, scalaire, le vecteur petit déplacement, donc le vecteur déplacement élémentaire, qui intervient ici. Et en fait, ce gradient, c'est vraiment une généralisation de l'opérateur de dérivation. Ici, quand vous avez un espace vectoriel de dimension 1, vous êtes forcément là-dessus. Et puis, le produit scalaire, c'est simplement le produit. Donc ça, ce serait mon gradient à une dimension. Le gradient, ça généralise cette notion de dérivée quand vous êtes à plusieurs dimensions et que vous baladez dans un espace vectoriel. Donc ça, c'est ce qui se passe en coordonnées cartésiennes. Et donc ça, celui-ci, votre petit gradient en coordonnées cartésiennes, l'expression est à connaître par cœur, parce que vous devez pouvoir le donner sans qu'on vous le fournisse. Alors, on peut aussi définir le gradient en coordonnées cylindriques ou en coordonnées sphériques, qui sont pas à connaître par cœur, mais je vais vous donner une astuce qui vous permette de le retrouver facilement. Donc là, c'était un introduit en cartésienne, ce truc-là. Si on se place en coordonnées cylindriques, en coordonnées cylindriques, vous avez f qui est une fonction des 3 coordonnées qui sont la distance à l'axe de rotation, l'angle par rapport à l'axe de rotation et puis la hauteur où vous vous trouvez dans l'axe de rotation. Vous vous souvenez, les coordonnées cylindriques, c'est vous avez un machin qui est comme ça, hop, et puis vous vous placez à cet endroit-là, vous êtes à une certaine distance r de l'axe, vous êtes monté d'un z, et puis vous faites ici un angle θ par rapport à une direction fixe donnée de l'espace. Donc, en cylindrique, vous avez votre expression de f. La différentielle, c'est la même.
l'expression de la différentielle en termes des dérivées partielles, c'est la même, puisque que vous appeliez un machin y, que vous l'appeliez θ, x au lieu de r, c'est exactement pareil. Donc la différentielle, elle doit s'écrire de la même manière. La dérivée de f par rapport à r fois dr, plus la dérivée de f par rapport à θ fois dθ, plus la dérivée partielle de f par rapport à z fois dz. C'est toujours homogène, puisque là j'ai du f, là j'ai du f sur une distance fois une distance, f sur une distance fois une distance, et là j'ai f sur un angle fois un angle, c'est toujours du f. Donc là, de ce côté-là, tout va bien. L'expression de la différentielle, elle est simple. Mais l'expression du petit déplacement DOM, pour avoir un petit déplacement sur les trois axes, j'ai forcément besoin d'avoir des distances. Ça marche bien sur le premier axe, j'ai du dr selon ER. Donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai une distance. Ça marche bien sur le troisième axe, j'ai du dz selon EZ, mais je vous rappelle que en polaire et donc en cylindrique, selon Eθ, je vais avoir du r dθ, parce que je suis à une distance r, et je bouge d'un angle dθ, donc la distance parcourue orthoradialement va être de r dθ, c'est la distance du petit, c'est la longueur du petit élément de cercle qui correspond, de petit arc de cercle correspondant. Bon, si j'ai un DOM qui est comme ça, d'où, pour avoir que toujours df s'écrive gradient de f scalaire DOM, je veux conserver ce truc-là, vous voyez que pour obtenir du d rond f, d rond r, il me faut, on doit avoir gradient de f qui s'écrive d rond f sur d rond r selon ER. Parce que si je fais le produit scalaire avec ça, ça me donne bien ce produit-là. Je dois de la même manière avoir du d rond f sur d rond z selon EZ. Pour obtenir ça, puisque là j'ai du dz selon EZ, d rond f sur d rond z selon EZ, le produit scalaire, ça fait bien d rond f sur d rond z fois dz. Donc ce que j'ai ici. Mais pour avoir d rond f sur d rond θ fois dθ, comme j'ai du r dθ, j'ai besoin de 1 sur r df sur dθ, selon Eθ. Donc le gradient en cylindrique est légèrement différent. Alors, vous pouvez même vous l'encadrer. Normalement, il est censé vous être fourni, mais au bout d'un certain temps, les examinateurs finissent par oublier qu'ils sont censés fournir ça. Et donc, je vous conseille de réussir à le retrouver relativement facilement. Et vous voyez qu'il fait intervenir du 1 sur r df sur dθ, parce que le gradient, c'est en 1 sur une distance et en f sur une distance. Et donc, comme là, j'avais un angle sans dimension, il faut bien que je divise par une distance, et cette distance-là, c'est r. Donc, ça me permet de retrouver l'expression du gradient en coordonnées cylindriques. Et si on se place en coordonnées sphériques, cette fois-ci, ma fonction f, c'est une fonction de la distance au centre, de l'angle θ et de l'angle φ. Et je vous rappelle qu'en coordonnées sphériques, vous avez votre sphère qui est là. Et donc, si vous prenez un point à la surface de la sphère, vous avez la distance au centre, vous avez l'angle θ qui est là, et puis ensuite l'angle φ qui va être à la projection dans le plan qui correspond au plan de l'équateur. Donc, on a toujours que df doit s'écrire df sur dr fois dr plus df sur dθ, d rond θ fois dθ, plus d rond f sur d rond phi fois d phi. Donc ça, c'est toujours le cas, parce que quand il y en a un qui varie, on multiplie par la dérivée correspondante. C'est toujours pareil. On a DOM qui a une expression un petit peu plus compliquée. C'est toujours du DRER, ça c'est simple parce que c'est relativement simple. J'ai du r dθ
selon Eθ. Et j'ai surtout le dernier, le déplacement selon Φ. Il se fait avec un rayon qui est plus petit et on avait prouvé dans le cours de mécanique, de cinématique, que c'est du R sinus θ dφ selon Φ. Parce que je me déplace sur un cercle qui est ici et le rayon de ce cercle c'est R sinus θ. Automatiquement, et donc mon DOM a une expression qui est un peu plus compliquée, soit un gradient de f en sphérique qui est plus compliqué, qui s'écrit bien d rond f sur d rond r selon ER. Je vais avoir le même terme avec θ, 1 sur r d rond f sur d rond θ selon Eθ, parce que quand je multiplie, je fais le produit scalaire de ça avec ça, j'obtiens bien, les r se simplifient et j'obtiens bien du θ, mais il y a un terme en 1 sur r sinus θ, qui correspond à celui-là, de df sur dφ selon le Φ du sphérique. Donc celui-ci, je vous le demi-encadre comme ça. Normalement, il est censé vous être rappelé. En revanche, il y a un truc qu'on vous rappellera pas, c'est si jamais votre grandeur ne dépend ni de θ ni de Φ, il faut savoir que le gradient, c'est simplement la dérivée selon R fois ER. Ça sera une partie importante et ce sera la même chose ici si ça ne dépend ni de θ ni de Z. Donc, ce sont les expressions, et puis si on vous les fournit, là par contre vous n'aurez aucune excuse, il va falloir savoir les utiliser. Donc ça sera vraiment le point intéressant et important de l'histoire. Alors, on en arrive à notre démonstration. Avant de démontrer la loi fondamentale de l'hydrostatique, j'ai besoin d'introduire les forces volumiques de pression. Donc force volumique de pression. Parce que, je vous en ai parlé au début de ce cours, les forces de pression sont des forces, les forces pressantes sont des forces surfaciques. Une pression, c'est une force par unité de surface. Alors pourquoi je vous parle de force volumique? Si on considère un petit parallélépipède, je place en coordonnées cartésiennes, plus simple, et je prends un petit parallélépipède de volume dV qui vaut dx fois dy fois dz. Donc j'ai dx dans cette direction-là, dy là, dz ici, vous avez EX qui part par là, EY qui va vers l'arrière, et EZ qui lui gentiment monte à la verticale. Donc si je prends ce petit cube, le petit cube, alors petit parallélépipède, parce que dx, dy, dz peuvent être différents, mais dans l'idée, imaginez un petit cube, c'est plus facile pour se représenter les choses. Je prends ce petit cube. Il y a un fluide tout autour qui exerce des forces de pression. Vous avez 6 surfaces sur ce cube, qui sont les 6 faces du cube. Et ces 6 faces du cube, vous allez pouvoir calculer la force de pression sur chacune des faces, et donc je vais calculer dF, comme ça, la résultante des forces de pression sur les 6 faces. Donc je vais faire la somme des forces de pression sur les 6 faces du cube. Donc les 6 faces du parallélépipède, parce que c'est finalement pas un cube. Alors, vous avez 2 forces selon x comme ça, 2 selon z ici, et puis 2 selon y, avec à chaque fois, je vais pouvoir calculer la projection. Si je calcule la projection de la force selon EX, je vais avoir 2 composantes là-dedans. Je vais avoir la pression du côté droit, qui va pousser à gauche, et la pression du côté gauche, qui va pousser à droite. Alors du côté gauche, je suis en quelle position? Je suis en X. Donc là,
je vais me placer, ça c'est mon point X, Y, Z. Et là, de ce côté-là, j'ai le point X plus DX, Y plus DY et Z plus DZ. Bon. Quand je veux calculer la pression qui est à gauche, la pression à gauche, il va falloir que je regarde qu'est-ce qui se passe à ce point-là. Ce point-là, je suis en coordonnées X, puisque là je suis en X, là je suis en X plus DX, mais je suis en Y sur 2 et en Z sur 2. Enfin, en Y plus DY sur 2 et en Z plus DZ sur 2. Alors, vous verrez que ça sera une petite complication qui est en fait pas nécessaire. Si vous mettez juste YZ, il n'y a personne qui va vous embêter, parce que de toute façon, ça va apparaître des deux côtés et ça va se simplifier de la même manière. Donc, ma pression à gauche, je suis à la position X, et puis au centre de mon petit carré, donc en Y plus DY sur 2 et en Z plus DZ sur 2. Et je multiplie cette pression par la surface, donc j'ai le DY dans ce sens-là, le DZ là, donc c'est fois DY fois DZ, selon EX. Alors, là j'ai bien un plus, puisque je fais le produit scalaire selon EX. Les forces qui sont verticales, la projection selon X, ça fait 0. Les forces qui sont dans la profondeur, la projection selon X, ça fait 0. Il y a juste encore une force sur le deuxième côté, celui qui est ici. Celle-ci, elle va pointer vers la gauche. Vous avez une force qui est comme ça vers la gauche. Donc la projection selon X va être négative. Et cette force, ça va être quoi? Sur ce truc-là, on va pouvoir dire que la pression est à peu près uniforme, c'est déjà ce que j'avais supposé de l'autre côté. Quelle vaut la pression? Ou en X plus dx, et puis je vais la prendre au milieu, donc en Y plus dy sur 2, et en Z plus dz sur 2. Et la surface, c'est la même, c'est dy dz, parce que j'ai un parallélépipède, donc les faces qui sont de chaque côté vont se retrouver directement, sont égales. Bon, alors quand j'écris ça, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder que là, je me suis légèrement déplacé. Donc posons une fonction d'une seule variable, pour simplifier. Posons f, la fonction qui à x associe p en x, y plus dy sur 2 et z plus dy dz sur 2. Donc c'est une fonction indicée yz, pour dire point y et un z fixé, je peux calculer ma fonction, et puis je vais faire varier x. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez une fonction cette fois-ci d'une seule variable, et votre df scalaire x va être f yz en x moins f yz en x plus dx, et le tout, j'ai mis en facteur mon dy dz, qui est la petite surface sur laquelle s'exerce cette pression. Donc je me retrouve avec une expression qui fait intervenir ça. Oui, mais ça on l'avait vu. Ça, c'est presque la différence. F en x plus dx moins f de x, c'est l'opposé en fait, cette différence. Donc ça s'écrit comme étant moins la dérivée de f yz par rapport à x multiplié par dx. Le terme qui est cette parenthèse-là, c'est exactement l'opposé de celle-ci, et c'est ma dérivée par rapport à x de f. Et je multiplie tout ça par dy dz, qui sont encore ici. Là, vous voyez apparaître le volume dv. Et ça, c'est la dérivée de f pris comme fonction de x par rapport à x, mais en fait, f, c'est implicitement un machin qui dépend aussi de y et de z. J'avais fixé ça, donc c'est bien la dérivée à y et z fixée. C'est ce qu'on appelle la dérivée partielle, d'où ma projection de la force, de la résultante des forces
de pression sur ce petit cube va s'écrire moins la dérivée de P par rapport à X, à Y et Z fixés, fois dV. Et ça, là vous voyez que ça va faire intervenir le gradient de la pression suivant X. L'opposé de ce gradient, plus exactement. Donc de même, vous serez, à mon avis, certainement d'accord qu'on peut de la même manière prouver que df scalaire EY, ça va s'écrire moins la dérivée de la pression par rapport à Y selon dV, et df scalaire EZ, ça va être moins la dérivée de la pression, la dérivée partielle de la pression par rapport à Z, multiplié par dV. Bon, d'où ce truc-là, si je rassemble en disant que ma force c'est la projection selon EX pris multiplié par EX, plus la projection sur Y multiplié par EY, plus la projection sur Z multiplié par EZ, vous voyez que je vais pouvoir mettre le moins en facteur. Je vais me retrouver avec du dpx EX plus dp dy EY plus d rond P sur d rond Z EZ. Je mets un dv qui est aussi en facteur, et ce truc-là, c'est exactement ce que j'ai introduit tout à l'heure, c'est le gradient de ma fonction de plusieurs variables, qui est la fonction P, qui dépend de X, Y et Z. Soit la résultante des forces de pression, qui s'écrit moins gradient de P multiplié par dV. Et ce terme moins gradient de P, étant donné que c'est une force divisée par un volume, une force par unité de volume, donc le moins gradient de P, c'est ce qu'on appelle l'équivalent volumique des forces de pression. Donc c'est bien une expression, une force volumique, une force par unité de volume, puisque vous avez le volume qui apparaît ici. Et donc vous avez votre gradient. Et on va voir tout de suite que la loi fondamentale de l'hydrostatique provient simplement d'un équilibre qu'il va y avoir entre ce gradient-là, entre la force volumique de pression et la force volumique de gravitation, qui va être en fait le poids appliqué à votre volume petit PV, et quand il y a un équilibre hydrostatique dans le champ de pesanteur, ça vous donne justement ce qu'on appelle l'équation locale de la statique des fluides. Équation locale de la statique des fluides. Qui là, c'est pas tout à fait la loi fondamentale de l'hydrostatique, parce que là, je l'apprends, la loi fondamentale va être une application de celui-ci dans un cadre un petit peu défini. Mais on prend un volume dV de fluide, plongé dans le champ de pesanteur G. Et on suppose, puisqu'on est en statique, un équilibre, on appelle ça du coup un équilibre hydrostatique, ça bouge pas, l'aspect statique. Et j'applique la RFD sur le petit élément de volume dV de masse dm qui est égal à ρ fois dV. Donc si j'applique ma relation fondamentale de la dynamique sur ce petit élément de volume, je vais avoir masse fois l'accélération avec une accélération nulle, parce que j'ai un équilibre,
d'où A égale 0. Et de l'autre côté, bah, je dois avoir toutes les forces qui s'exercent. Et en l'occurrence, il n'y a pas 36 forces. Il y a le poids qui vaut dm fois g, et la résultante des forces de pression. Donc vous n'avez que deux. Donc c'est cette masse dm, elle est soumise uniquement à son poids dmg et à la résultante df des forces de pression. Bon, alors si j'ai ça, vous voyez que dm c'est ρ avec le ρ du fluide fois dv, et df, on a prouvé que c'était, alors ça c'est le dm, donc il faut que je multiplie encore par le vecteur g, hop, multiplié par g, et le df, on a prouvé que c'était moins gradient de P fois dV. D'où, en divisant par dV, gradient de la pression doit être égal à ρg. Donc ça, c'est l'équation locale de la statique des fluides. Locale, pourquoi? Parce qu'on regarde en un point particulier sur un petit volume, et puis après ça simplifie même sur le volume, et comme P c'est une fonction locale, il dépend du point auquel vous vous trouvez, ben vous avez l'évolution de P qui est régie par cette équation-là. Dans le cas où Z est vers le haut, vous avez que G, bah, il s'écrit moins G selon EZ. Et donc, vous avez la dérivée par rapport à xex plus la dérivée partielle par rapport à yey plus la dérivée partielle par rapport à z ez, qui sera égale à moins ρ g ez. Et là, on peut faire des projections. Si je fais une projection sur EX à gauche, j'ai la dérivée partielle par rapport à X, parce que ça scalaire EX ça fait 0, ça scalaire EX ça fait 0, qui est égal à ça scalaire EX, et ça scalaire EX ça fait 0. Donc en fait, P, qui était une fonction de X, Y et de Z, bah, avoir une dérivée partielle qui est nulle, ça veut dire qu'en fait ça ne dépend pas, quel que soit Y et Z fixés, ça dépend pas de X, bah, du coup, c'est comme si ça ne dépendait pas de X. Enfin, ça ne dépend pas de X. Si je fais la projection sur Y, ça me donne de la même manière, ça, la projection fait 0, ça fait 0, ça me fait des P, des ronds P sur des ronds Y, et à droite, Z scalaire Y, ça fait 0. Donc maintenant, il me restait une pression qui dépendait de Y et de Z, eh ben, elle dépend plus de Y. Elle ne peut dépendre que de Z, parce que justement Z, c'est la direction qu'on a choisie pour définir le G. Maintenant, si je fais ma projection sur EZ, à gauche, ça scalaire EZ, ça fait 0, ça scalaire EZ, ça fait 0, ça scalaire EZ, ça fait dP sur dZ, et à droite, j'ai moins ρg. Mais est-ce que c'est la peine de garder une dérivée partielle? On vient de prouver que ma fonction était une fonction uniquement de Z. Donc en fait, je peux mettre une dérivée droite et on a bien l'expression qui était notre loi fondamentale de l'hydrostatique, où j'ai remplacé P égale P de Z uniquement, donc dérivée droite plutôt que partielle. Vous voyez que le mien, le moins qui est là, vient du moins avec le choix qui est ici, avec le choix où j'ai mis Z vers le haut. Si je mettais Z vers le bas, la pression augmente à mesure que vous descendez,
et vous obtiendriez dp sur dh égale plus rho g. Alors souvent on va présenter h la profondeur pour faire la différence avec z l'altitude, mais ça vous donne la relation qu'on attend et celle qu'on a utilisée jusqu'à présent pour pouvoir déterminer comment varier la pression à l'intérieur de votre système. Bon, on va terminer par un tout petit exercice qui est sur les courbes isobars et donc la forme. Donc courbe isobare et la forme de la surface libre pour un fluide en rotation. Alors, est-ce que toutes les applications de la loi de l'hydrostatique, on les a déjà faites? Donc autant regarder un point au-dessus et de se dire à quoi ça correspond. Bon, l'idée, c'est vous prenez par exemple un verre d'eau ou un seau rempli d'eau et vous tenez ce seau et puis vous le faites tourner sur lui-même. Et en le faisant tourner sur lui-même, naturellement, l'eau va avoir tendance à partir avec la fameuse force centrifuge, qui n'est pas une force, mais que vous verrez l'an prochain, qui est due à un phénomène de changement de référentiel. L'eau va avoir tendance à s'écarter du centre, et donc vous aurez une surface qui va avoir tendance à avoir cette forme-là. Et on peut déterminer entièrement la forme de la surface libre, parce que l'air est à la pression P0, et donc si j'arrive à trouver l'endroit où la pression est constante, et donc dire que P qui va dépendre de la distance R à laquelle je me place et puis de l'altitude Z, comme ça par exemple par rapport au point le plus bas, doit être égal à P0. Si j'arrive à déterminer cette courbe isobare, je pourrais savoir quelle est la forme de ma surface libre, puisque par définition, à partir du moment où j'ai une interface et qu'elle reste en place, même lors d'un mouvement où vous avez un équilibre dynamique, vous devez avoir le caractère, la même pression au-dessus et en dessous de l'interface, parce que sinon l'interface ne resterait pas en place. Bon alors, comment est-ce qu'on fait? Si je prends un petit parallépipède de ce côté-là et que j'analyse maintenant ce qui se passe. J'ai une masse dm et si je fais ma relation fondamentale de la dynamique, cette fois-ci, j'ai une accélération. Et au niveau des forces, les vraies forces, je me place dans le référentiel du labo dans lequel il n'y a pas de force d'inertie d'entraînement ou de Coriolis. Donc dans le référentiel du labo, donc référentiel du labo, le système c'est ma masse dm, donc cette masse doit vérifier que sa masse fois l'accélération c'est égal à la somme des forces. Dans les forces il y a le poids et il y a la résultante des forces de pression de tout le liquide qui est autour de cette petite masse et puis qui le maintient en place. Vous savez bien que si on vous met dans un centrifugeur, vous allez être emmené vers la paroi, mais s'il y a plusieurs personnes, le fait qu'il y ait une personne devant vous va vous empêcher de lui passer au travers normalement, et puis il va y avoir une force de pression qui vous empêche d'aller jusqu'à la surface, jusqu'à la paroi. Et cette force de pression, c'est justement le moins gradient de P dV dont on a discuté tout à l'heure, et la résultante des forces de pression. Bon, alors, si je le mets ensemble, ce truc-là, la masse M, c'est ρ dV, celle-là aussi, et vous voyez que je vais pouvoir passer le gradient de l'autre côté, j'ai gradient de P fois dV, qui va être égal à dm, donc ρ dV, facteur de G moins l'accélération. Et donc j'ai une généralisation tout de suite de ma loi de l'hydrostatique pour dire quand ça bouge, je dois avoir que le gradient de P, il n'est pas égal juste à ρg, mais il est égal à ρg auquel je soustrais l'accélération qui est due à mon mouvement.
Or, ici, on connaît le mouvement. Ici, vous vous placez dans un cadre où ça tourne, et puis au bout d'un moment, vous avez une surface qui reste tout le temps égale à elle-même. Donc, si vous prenez une petite masse d'eau, cette petite masse d'eau, elle va faire des cercles. Et donc, on connaît le mouvement, et le mouvement, c'est un mouvement circulaire, uniforme, puisque on fait tourner ce truc-là avec une vitesse angulaire oméga. Donc, j'ai un mouvement circulaire uniforme de la masse dm. Et donc, son accélération, c'est l'accélération, souvenir, c'est alors, r point point moins r θ point carré selon ER, plus 2r point θ point, plus r θ point point, selon Eθ. Il me semble que c'est un truc comme ça. Souvenez-vous-en, essayez de le retrouver, vérifiez. Peut-être fait une erreur de signe, une erreur d'un facteur 2 quelque part. Il y avait des 2, mais est-ce que je les ai mis au bon endroit? Est-ce que c'est homogène? Je vous laisse vérifier. Puis on verra bien, hein, si j'obtiens un truc qui est pas correct à la fin, je m'en rendrai compte. Bon, là-dedans, j'ai un mouvement qui est circulaire. Étant donné qu'il est circulaire, R reste constant, donc R point est nul, et R point point, il est nul aussi. Donc R point est nul, et comme R point est nul et constamment nul, R point point, il est nul aussi. Donc j'ai mon mouvement circulaire, et il est uniforme, et l'uniformité, ça veut dire que en fait, θ point, il est égal à une constante, et donc θ point point, il est égal à 0, et donc ce terme-là, il vaut 0. Donc je me retrouve avec une accélération qui s'écrit en moins r, oméga carré ER, où oméga, c'est la vitesse angulaire, donc c'est θ point. Donc quand je l'écris, je me retrouve avec gradient de P qui vaut ρ, facteur de moins g EZ, plus R oméga carré ER en coordonnées cylindriques. Là-dedans, celui-ci, ce gradient en coordonnées cylindriques, il s'écrit dp sur dr ER, mais il s'écrit 1 sur R dp sur dθ selon Eθ, et quand même dp sur dz selon Ez. Là, je vous renvoie sur ce qu'on a déjà démontré. Et ça doit être égal à ce second terme, donc si je le remets dans l'ordre, ça me fait du R oméga carré ER moins du G selon EZ. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les projections. Si je fais une projection sur Eθ, à gauche, j'ai un seul bout qui est sur Eθ, tous les autres sont orthogonaux à Eθ, donc il me reste du 1 sur R d rond P sur d rond θ. À droite, j'ai rien selon Eθ, donc ça fait 0. Ça veut dire que P, qui a priori était une fonction de R, de θ et de Z, ne dépend pas de θ. Bon, ça c'est rassurant parce que où qu'on se trouve quand on tourne là, j'aurai le même comportement. C'est effectivement ce qu'on observe. On obtient une symétrie cylindrique en pratique. Donc, j'ai juste P qui dépend de R et de θ. Maintenant, avec ça, vous devriez être capable de retrouver la suite. Je le fais, mais sinon, mettez sur pause et essayez de le faire. Je fais la projection selon ER. Donc, sur ER, vous avez que d rond P sur d rond R, à gauche, il est égal à ρ R oméga carré. Alors on va supposer, c'est de l'eau, donc ρ il est constant. R, il est constant, puisque, enfin non, il n'est pas constant, là j'ai une équation différentielle de P par rapport à R, et donc avoir cette dérivée-là, c'est relativement facile à intégrer, ça veut dire que P, il s'écrit 1/2 de ρ R carré oméga carré, tiens, il y a des trucs qui se ressemblent un petit peu avec une énergie cinétique, là, plus un machin qui ne dépend pas de R, mais qui a priori pourrait dépendre de Z. Parce que Z, comme je fais la dérivée à Z constant, quand je dérive ce truc-là, la dérivée de R carré, ça me donne bien du 2R qui simplifie avec le 1,5 qui est là et le reste est en facteur devant. Et la dérivée de ça, qui est une fonction de Z, par rapport à R à Z constant, ça me donne bien 0. Donc là, j'ai mon P de R et de Z qui va s'écrire comme ça. Si je regarde sur EZ, j'ai
à gauche juste ce terme-là dont la projection va être non nulle, qui va me donner dp sur dz, et à droite, j'ai un terme selon ER dont la projection est nulle, et un terme en moins rho g. Et donc là, je trouve P qui va valoir moins rho gz plus un machin, une autre constante qui ne dépend pas de z, mais qui peut dépendre de R. Donc je cherche maintenant une fonction qui, quand je dérive par rapport à z, me donne moins rho g, quand je dérive par rapport à R, me donne rho r oméga carré. Donc j'ai déjà trouvé les jeux chaudes. Vous voyez que si je les additionne, si je dis que mon P de R et de Z s'écrit 1/2 de rho R carré oméga carré moins rho gz, plus une constante, mais une vraie constante, cette fois-ci, qui dépend ni de R ni de Z, bah, quand je dérive l'un, ça, c'est mon K' de R, c'est K secondes plus cette dépendance en R. Le K de Z, il serait ici. Et je me retrouve effectivement avec les bonnes dérivées partielles. Donc j'ai trouvé une solution qui est plausible à mon problème. Bon, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faudrait trouver K'. Si on se place ici, en R égale 0, Z égale 0, on a la pression qui vaut P0. Si je regarde en R égale 0, ce terme-là est nul. En Z égale 0, ce terme-là est nul. Donc le K', c'est forcément P0. Donc j'ai trouvé une expression explicite de P de R et de Z qui est égale à 1/2 de rho R carré oméga carré moins rho gz plus P0. Et là, voilà, j'ai ma solution. Alors je suis pas encore tout à fait au bout de mes peines. Moi je veux savoir quand est-ce que la surface isobare, et donc le lien entre R et Z, quand j'ai cette égalité-là. Eh ben, je veux savoir quand ce truc-là est égal à P0. Vous voyez que les P0 vous simplifiez. Donc, sur l'isobare à P0, vous devez avoir que le 1/2 de rho R carré oméga carré moins rho gz sera égal à 0, puisque les P0 vont partir l'un avec l'autre. Et donc, Z va pouvoir s'écrire 1/2 de oméga carré sur G R carré. Alors c'est toujours bien de vérifier si c'est homogène. Oméga c'est des secondes moins 1, donc oméga carré c'est des secondes moins 2. Là j'ai des mètres secondes moins 2, donc les secondes moins 2 simplifient. Je divise par des mètres, j'ai des mètres carrés divisés par des mètres, ça me donne bien des mètres. J'obtiens quelque chose d'homogène à la fin. Et vous voyez que la forme correspondante, si je regarde Z et que je représente sur une coupe qui passe par le milieu de mon seau ici, donc en fonction de R, j'obtiens une parabole et donc ma surface libre, dans ce cas-là, devrait être une parabole.